Pose de la première pierre de la raffinerie d'or Kankou Moussa cet après-midi à Senou par le président de la République par intérim. Cette raffinerie, financée à hauteur de 30 milliards de francs CFA, aura une capacité de production de 20 tonnes de lingots d'or par mois. Fin de la mission technique et politique de l'Organisation internationale de la francophonie au Mali qui, après avoir rencontré les institutions de la République, la société civile, les partenaires techniques et financiers et une trentaine de partis politiques, a pu recenser les différentes préoccupations des autorités maliennes. Et puis sport football en attendant dimanche pour voir les 11 créateurs de Nyarila confirmés face au Stella Club d'Abidjan. C'est l'Union sportive de Bougouni qui ouvrira demain samedi les hostilités pour les rencontres retour de la Coupe CAF face à Okam du Cameroun, battu 1-0 à l'aller. Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à l'information sur l'ORTM. Le président de la République par intérim a reçu ce matin en audience une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie OIF en séjour dans notre pays. Il s'agit d'une mission de prise de contact avec les autorités nationales, la classe politique et la société civile en vue d'accompagner notre pays dans la sortie de crise. L'OIF est disposée à appuyer notre pays dans les perspectives des élections générales et de la réconciliation. C'est ce qu'a laissé entendre le chef de la délégation, le Canadien Philippe Boulne, à sa sortie d'audience au micro de Soumaïla Berté. Nous sommes une délégation qui a été dépêchée par le secrétaire général, M. Abdou Diouf, une mission d'information et de contact qui vise à venir prendre contact avec les autorités maliennes, avec les partis politiques, avec la société civile et avec les partenaires internationaux pour faire le point sur la situation et également sur les perspectives de sortie de crise. Comme vous savez, la francophonie accompagne le Mali dans cette sortie de crise et souhaite l'accompagner. Nous venions également discuter des façons dont la francophonie peut appuyer le Mali, notamment au niveau du processus électoral et du processus de dialogue et de réconciliation. Le Mali est un pays important pour la francophonie, un pays membre, fondateur, actuellement suspendu, mais on espère que très bientôt, avec cette sortie de crise, le Mali pourra réintégrer la grande famille francophone. Fin du 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenu à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Parmi les décisions du sommet, la reconduite d'Alassane Dramane Ouattara comme présidente en exercice de la CEDEAO et un engagement ferme de la communauté aux côtés du Mali dans la reconquête de son intégrité territoriale. À cet égard, elle endosse la stratégie antiterroriste de la CEDEAO et son plan d'action de mise en œuvre, ainsi que la déclaration politique sur la position commune contre le terrorisme. La conférence déclare sa détermination à combattre la piraterie, la pêche illégale, le trafic de drogue et toute autre forme de crimes transnationaux organisés dans le golfe de Guinée. La communauté recommande à la Commission de travailler à soutenir la requête du Mali visant à transformer la MISMA en force de maintien de la paix des Nations Unies. Plus de défis sécuritaires attendent donc Alassane Dramane Ouattara, reconduit par ses pairs comme président en exercice de la CEDEAO pour un second mandat. Sur d'autres plans, les chefs d'État et de gouvernement ont lancé le processus d'élargissement de la Commission de la CEDEAO. Les chefs d'État et de gouvernement décide de porter le nombre des membres de la Commission de 12 à 15. Il charge le président de la Commission en vue de son examen par référence au cours de sa prochaine réunion. La Commission de la CEDEAO continue à renforcer les politiques sectorielles en œuvre d'accord de libre circulation des personnes et des biens. La situation en Guinée-Bissau s'est améliorée. Les chefs de la CEDEAO ont décidé de travailler avec l'Union africaine à la levée des sanctions qui pèsent sur ce pays. Déjà, ils demandent aux partenaires financiers internationaux de reprendre la coopération avec Bissau pour encourager les efforts qui y sont déjà entamés. Le Premier ministre a reçu en audience cet après-midi la mission d'information et de contact de la francophonie. La délégation a échangé avec Diango Sissoko sur le contenu de la feuille de route du gouvernement. Auparavant, le chef du gouvernement avait rencontré une délégation du bureau de l'association des médiateurs de l'UEMOA. Les médiateurs étaient venus réaffirmer leur soutien au chef du gouvernement pour relever les deux défis de la transition qui sont la libération des régions occupées en cours et l'organisation d'élections libres et transparentes. Mohamed Diarra a suivi les deux audiences. Les médiateurs de l'espace UEMOA suivent de très près l'évolution de la situation au Mali. Dès les premières heures du déclenchement des hostilités, ils ont rencontré le président de la République des pays membres. Aujourd'hui, ils arrivent à la primature avec des propositions de solutions pour une sortie rapide de crise. Nous sommes revenus nous impliquer
manifester notre solidarité, nous avons rencontré toutes les autorités, tous les acteurs de la vie politique et sociale malienne. Les interlocuteurs de Django Sissoko se réjouissent de la normalisation progressive de la situation. Premier acte fondamental posé par les autorités maliennes selon eux, l'élaboration et l'adoption d'une feuille de route. Les médiateurs sont tout de même convaincus que les Maliens doivent se parler, se comprendre et regarder dans la même direction. Un dialogue inclusif qui devra permettre aussi le retour à une vie normale à Bamako, notamment à la suite d'élections. Nous sommes particulièrement optimistes. Les médiateurs ont saisi cette opportunité pour faire part au Premier ministre des conclusions de leur réunion statutaire tenue à Niamey au Niger. Les préoccupations des médiateurs sont également partagées par la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle l'a fait savoir au cours de l'audience que le Premier ministre lui a accordée. Nous avons parlé de la mission, notre mission d'information et de contact, qui est un peu également sa mission, parce qu'elle a été décidée suite à sa rencontre qu'il a eue la semaine dernière avec le secrétaire général de l'OIF. Et donc, suite à cette rencontre, il a été décidé d'envoyer une mission d'information et de contact ici au Mali pour faire un point sur la situation, sur les perspectives de sortie de crise, en particulier sur la feuille de route et la mise en œuvre des engagements des deux volets. Le processus électoral, d'une part, la réconciliation et le dialogue, d'autre part, et également faire des recommandations au secrétaire général et aux instances de la francophonie quant à l'action que l'OIF pourrait tenir pour appuyer ces engagements. Rencontre avec les institutions de la République, la société civile, les partenaires techniques et financiers et une trentaine de partis politiques maliens. Voilà le bilan de la mission technique et politique de l'Organisation internationale de la francophonie OIF au Mali. Cette mission qui fait suite à la rencontre du Premier ministre Django Sissoko avec le secrétaire général de l'organisation la semaine dernière a pu dresser les différentes préoccupations des autorités maliennes. Aïssata Ibrahim Maïga était présente à la conférence de presse organisée par la mission de l'OIF. Fin de mission pour la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie au Mali, une mission suite à la visite du Premier ministre malien au secrétaire général de l'organisation qui a tout de suite dépêché des experts techniques et politiques pour recenser les besoins des autorités maliennes. C'était une mission d'information et de contact qui avait pour but d'abord de prendre contact avec les plus hautes autorités du pays, avec les responsables des institutions, avec la classe politique, avec également la société civile et les partenaires internationaux. De cette mission qui prépare également les interventions futures de l'Organisation internationale de la francophonie au Mali, il ressort que les principales préoccupations du moment concernent la mise en œuvre de la feuille de route, l'organisation d'élections crédibles et transparentes et la création d'un comité de dialogue et de réconciliation. Pour nous, cette feuille de route est particulièrement importante pour la sortie de crise et également pour définir un peu ce que l'OIF peut faire. L'OIF a des réseaux d'experts qui peuvent être mobilisés pour appuyer la mise en œuvre de cette feuille de route, que ce soit au niveau des élections, enfin du processus électoral, au niveau du dialogue et de la réconciliation, au niveau de la justice ou des droits de l'homme. En tout cas, selon le chef de la délégation, le Mali, en tant qu'État membre et vu les objectifs de l'Organisation internationale de la francophonie, peut compter sur l'accompagnement technique de l'organisation en ce qui concerne l'atteinte des objectifs de la transition. À présent, le contenu de ce communiqué avant de poursuivre ce journal. Le directeur général du budget informe les fonctionnaires et contractuels des collectivités territoriales des régions de Tombouctou, Gao et Kidal, payés sur le budget d'État et sur billetage, que 2 pôles sont donc retenus pour le paiement de leur salaire du mois de février 2013. Pôle de Bamako pour les travailleurs déplacés des 3 régions à Bamako et environ. Au niveau du pôle de Bamako, les paiements se feront le lundi 4 et mardi 5 mars 2013 à partir de 9h au lycée Askia Mohamed de Bamako pour les 3 régions du Nord. Pôle de Mopti pour les travailleurs restés dans les 3 régions et ceux déplacés à Mopti et environ. Au niveau du pôle de Mopti, les paiements se feront le lundi 4, mardi 5, mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 mars 2013 à partir de 9h au gouvernorat de Mopti pour les 3 régions du Nord. Le directeur général du budget s'est compté sur la bonne compréhension de tous.
Le Haut Conseil des collectivités a organisé ce matin une journée d'échange sur la feuille de route du gouvernement. La journée animée par Mamadou Namouri Traoré, ministre du Travail et de la fonction publique et des relations avec les institutions, avait pour objet la bonne compréhension du contenu de la feuille de route en vue de sa restitution auprès des populations à la base. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Moribo Mariko. Une matinée d'échange avec les conseillers nationaux sur la feuille de route. L'expert du jour a pour nom Mamadou Namouri Traoré, ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions. On aurait pu effectivement passer par le Haut Conseil. Ça n'a pas été le cas, mais nous étions dans l'urgence. Et cet exercice remplace en quelque sorte ce dysfonctionnement. Dans tous les cas, cet exercice a permis au Conseil aussi de savoir que toutes leurs préoccupations sont prises en compte dans la feuille de route. Et les quelques observations qu'ils ont faites seront transmises au département ministériel concerné qui les prendront en charge. Le ministre du Travail a fait un exposé sur le contexte d'élaboration du document référentiel qu'est la feuille de route. Les démissions confiées au gouvernement sans oublier ce qu'il a appelé ses défis, notamment les défis sécuritaires, de la restauration de l'état de droit, de la relance de l'économie pour ne citer que cela, ont aussi été expliqués. Les conseillers de leur côté ont souhaité la prise en compte par les plans d'action des points comme l'organisation du retour des élus, la préparation de la campagne agricole. Ils ont aussi cherché à savoir sur les critères du choix des membres de la commission Dialogue et Réconciliation. Un exercice que le président de l'institution avait voulu d'entrée de jeu constructif. L'exercice de ce matin, nous en convenons, sera constructif aux seules fins d'un armement plus efficace pour répondre aux missions que l'histoire, par devoir, nous invite de conduire loyalement et pleinement, tant il est vrai que représentation nationale des collectivités, le Haut Conseil des collectivités se convainc que cette opportune feuille de route pour la transition jettera les bases, nous l'espérons, d'une paix pérenne, vecteur de stabilité et facteur de développement harmonieux et durable. La représentation nationale des collectivités s'est engagée à servir de relais au gouvernement auprès des populations pour l'appropriation de la feuille de route et de la compréhension de toutes les missions confiées au gouvernement. Le président par intérim de l'Assemblée nationale du Mali, à la tête d'une importante délégation de parlementaires en visite à Paris, a été auditionné par la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale française. Le professeur Younousi Touré et ses collègues ont répondu aux questions des députés français, questions relatives entre autres au déploiement des casques bleus au Mali, à l'organisation des élections, au retour des réfugiés, à la réconciliation et au dialogue intercommunautaire. Magamfi Konaté depuis Paris. Touré et sa délégation avaient des messages à transmettre aux élus français. Sur la question du déploiement des casques bleus au Mali, la réponse de Younousi Touré est sans équivoque. Vous avez les soldats maliens appuyés par les soldats français et les soldats africains qui défendent un territoire, qui défendent la liberté d'un peuple, qui défendent l'intégrité d'un peuple. Et de l'autre côté, vous avez des djihadistes, des terroristes, des trafiquants de drogue. Je crois qu'il n'y a pas une interposition à faire là. Il y a à prendre part à l'éradication, n'est-ce pas, de ces terroristes. Par conséquent, la mission des casques bleus doit être réorientée dans ce but et ne pas avoir une mission d'interposition entre deux forces, comme on a l'habitude de le voir ailleurs. L'effort de l'armée française est hautement salué au dire du président Touré. Cependant, des incompréhensions subsistent dans l'esprit du peuple malien quant à l'absence de l'armée malienne aux côtés de l'armée française à Tessalit. Répondant aux inquiétudes des élus français sur d'éventuelles discriminations à l'égard de certaines communautés, la réponse est apportée par le président du groupe parlementaire ADEMA. À la réalité, le Mali ne connaît pas d'ethnisme. Il n'y a pas de juxtaposition de peuplement, mais plutôt de symbiose, mais plutôt de superposition. Et je donnerai deux exemples. La configuration actuelle de l'Assemblée nationale du Mali. Le président que vous avez là, c'est un Soraï. Et il n'a pas été choisi premier vice-président à l'époque par le Soraï. Le deuxième est un Tamashek. Beaucoup d'entre vous probablement l'ont vu, c'est Assadig Amalkawan qui était là jusqu'à ce matin. Le troisième est un Peul. Le quatrième est un Bozo. Le cinquième est un Soninké. Et vous continuez comme tel. La mission
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a rendu visite hier, jeudi 28 février, à 4 radios de la place et à l'URTEL, l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Son choix s'est porté sur la radio Benkan, la radio Clédou, la Voix des Jeunes, la radio Guintan et l'URTEL Manga Dambélé est venu encourager les responsables des structures visitées à faire preuve de professionnalisme et de patriotisme en cette période de crise. Une visite suivie par Ndeye Sissoko. C'est par la radio Benkan, une radio associative, que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a commencé sa tournée dans des médias privés de Bamako. Manga Dambélé a également été dans une radio qui utilise à 90% le numérique, la radio Clédou. La troisième station visitée, La Voix des Jeunes, a pour mission de sensibiliser les jeunes sur des questions d'actualité. Quant à la quatrième, la radio Guintan, elle donne la part belle aux femmes. Les responsables des différentes radios ont salué la peine que s'est donnée le ministre en venant dans leurs locaux. Cette visite veut dire tout simplement que nous ne sommes pas seuls, que quelque part le département pense à nous et ça nous encourage à œuvrer davantage. Les fidèles auditeurs de la radio Clédou et ceux de la radio Guintan ont pu également écouter en direct le ministre Dambélé lors de son passage. Oh, merci beaucoup. J'ai un mot. Au siège de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, c'est une rencontre d'échange qui a eu lieu entre le ministre et les responsables de la structure. Une rencontre qui s'est déroulée dans la cour aménagée pour cause de coupure d'électricité. Y ont pris part une quinzaine de directeurs de radios privées de Bamako. Occasion pour le directeur de l'URTEL de remettre la liste actualisée de 302 radios privées du Mali au ministre et de lui faire part de ses préoccupations. Il s'agit vraiment de tenir compte de la situation dans laquelle vivent beaucoup de radios et particulièrement même des radios du Nord qui ont subi vraiment la crise, les dommages techniques que les radios ont subis, les dommages physiques, psychologiques que les travailleurs des radios ont subis. Nous avons aussi soumis à Monsieur le ministre notre attente par rapport à l'appui à l'URTEL pour sa mission d'accompagnement des radios et aussi l'implication des radios dans les processus de gestion de la transition. De son côté, le ministre Dambélé a insisté sur le professionnalisme, le patriotisme et le respect de la déontologie, toutes choses indispensables pour une sortie rapide de crise. Un pays dans la situation actuelle, les radios ont le devoir de cultiver la paix, de cultiver l'entente, de cultiver le patriotisme, le civisme. Pour que le Mali gagne ses batailles, il faut que les radios jouent pleinement leur rôle. La radio est un vecteur de développement, mais une radio qui contribue à souder les populations. Pour Manga Dambélé, cette visite n'est qu'un début et le dialogue reste ouvert. Environ 17 millions de francs CFA, c'est la contribution à l'effort de guerre du personnel du ministère du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme et des associations de chasseurs du Mali et de la Côte d'Ivoire. Cette contribution a été remise hier après-midi au ministre délégué chargé du budget. La cérémonie de remise a regroupé autour du ministre Marempa Samoura, son homologue du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme. Reportage de Agibou Koulibaly. 10 millions de francs CFA, dont 10 millions en chèques. C'est la contribution du personnel du ministère du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme. La Fédération nationale des confréries des chasseurs de la Côte d'Ivoire a donné 500 000 francs CFA et les chasseurs du Mali 810 000 francs CFA. C'est le geste symbolique et patriotique du personnel du département du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, tout personnel confondu. Et nous voulons aussi vous donner un message à transmettre aux forces armées de sécurité de notre soutien moral, surtout. Le soutien matériel et financier, c'est un soutien d'accompagnement symbolique. En recevant ces contributions, le ministre Marempa Samoura rassure. Vous venez de prouver que même si vous n'êtes pas physiquement au front, votre cœur y est, dans la mesure où vous venez d'apporter un gros montant pour l'armée. L'armée le recevra, soyez-en sûrs. Ces présentes donations complètent à plus d'1,6 milliard de francs CFA au titre de contribution à l'effort de guerre. La Turquie renforce les capacités opérationnelles du ministère de la Santé de notre pays avec le don de 2 ambulances médicalisées. La valeur de ces véhicules est estimée à près de 58 millions de nos francs. La cérémonie de remise a eu lieu hier après-midi au ministère de la Santé. Fademba Keita.
Turquie manifeste une fois de plus son soutien au Mali. Ces véhicules spécialisés dans la prise en charge des malades ou des blessés ont été achetés et transférés à Bamako par l'Agence turque de coopération et de développement TICA. Ce don est significatif d'une part pour le domaine de la santé, primordial pour agrémenter la vie quotidienne des Maliens, et d'autre part parce qu'il fait partie de l'ensemble des gestes de notre pays vis-à-vis du Mali. Ces deux ambulances, dont le coût rendu à Dakar s'élève à 57 724 000 francs CFA, offertes gracieusement à notre pays en guise de dons humanitaires, intervient à un moment où notre pays sollicite l'aide de tous ses pays amis en vue de récupérer le septentrion malien occupé par des terroristes. Le geste s'inscrit dans le cadre des activités de l'administration turque de coopération et de coordination TICA. Cette remise fait partie de sa politique de développement du secteur de la santé en Afrique. Autre cérémonie de remise de dons, cette fois-ci au ministère des Affaires religieuses et du culte. Ce don vient de notre compatriote Mohamedou Silla qui a offert 4 000 € à la famille de feu Damien Boiteux, premier militaire français mort sur le champ d'honneur dans notre pays. L'armée nationale n'a pas été oubliée lors de cette cérémonie. En effet, les fidèles des mosquées de Badla Bougou et de Daouda Bougou et les Maliens résidant au Koweït ont également fait des dons pour elle. Adama Kodjo. 4 000 €, soit environ 2 620 000 francs CFA. C'est la somme offerte à la famille du lieutenant Damien Boiteux, premier soldat français tombé sur le champ de l'honneur dans la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Depuis que j'ai entendu sur la télé qu'un soldat français est mort dans le combat, qu'il a un enfant, moi j'ai tout de suite pensé à cet enfant-là. J'ai dit, est-ce qu'il n'est pas mieux de faire un geste à cet enfant-là? Par ce geste, en effet, il s'est fait l'ambassadeur de toute la communauté nationale malienne et de ses nombreux citoyens qui recherchent parfois comment exprimer leur profonde reconnaissance envers le chef de bataillon Boiteux pour son sacrifice et aussi envers tous ses frères d'armes. En saluant le geste, le ministre en charge des Affaires religieuses a remercié le peuple et le gouvernement français pour leur soutien au Mali. Le peuple malien et les plus hautes autorités du pays resteront toujours marqués par la solidarité du gouvernement français et surtout par ses sacrifices humains. Le donateur a aussi offert 500 000 francs CFA à l'armée malienne. Cette donation a été suivie par la remise de 920 000 francs CFA pour l'armée par les fidèles des mosquées de Badlabougou et de Daouda Bougou. Quant aux Maliens résidant au Koweït, ils ont donné 1 550 €, soit environ 1 15 250 francs CFA. Voilà, je vous le disais dans les titres, pose de la première pierre de la raffinerie d'or Kankou Moussa. C'était cet après-midi sous la présidence du président de la République par intérim, le professeur Dionkunda Traoré. Cette raffinerie d'or financée à hauteur de 30 milliards de francs CFA aura une capacité de production de 20 tonnes de lingots d'or par mois et son capital sera ouvert au privé malien à hauteur de 20%. Elle est réalisée par la Chambre des mines du Mali en collaboration avec la société suisse Billion Company. Nyanya Traoré, reportage. Chose promise, chose due. La pose de la première pierre de la raffinerie d'or Kankou Moussa a effectivement eu lieu en ce 1er mars, seulement après quelques mois de son nom par président de la Chambre des mines. Du Jar au Mali et en Afrique subsaharienne, la raffinerie Kankou Moussa a ambition d'une part de hisser le Mali à la hauteur des grandes nations industrielles, d'autre part l'usine permettra à notre pays de consommer de l'or 100% malien. La raffinerie Kankou Moussa sera une des plus importantes industrielles du Mali et de la sous-région et même du continent dont Malien le moyen être. Par ailleurs, le projet Kankou Moussa rapportera un substantiel revenu fiscal et financier à l'État malien qui bénéficiera ainsi de ressources complémentaires stables et pérennes pour l'amélioration de sa capacité d'intervention, de mise en œuvre de son programme global de développement. La mise en œuvre d'un projet de cette envergure reflète très clairement le sérieux et le dynamisme des opérateurs miniers maliens qui ont si intéressé et convaincre des partenaires étrangers à venir investir dans un pays en crise. La raffinerie Kankou Moussa, 20 tonnes d'or par mois, en base directe et indirecte payée, 20% de son capital est réservé au privé malien et ces rideaux et les lingots d'or seront frappés de l'effigie de l'empereur malien Kankou Moussa.
Autant d'honneur et d'attention particulière qui feront dire au président de la République par intérim, professeur Djankoula Traoré, toute sa fierté et sa reconnaissance, surtout en ce moment crucial de notre histoire. Deux sentiments m'animent essentiellement. Le premier, c'est de constater que on fait encore confiance au Mali dans le monde et que les Maliens eux-mêmes ont confiance en eux. Je voudrais remercier ceux qui nous font confiance et font le pari du Mali de demain. Le deuxième sentiment qui m'anime, c'est certainement un sentiment qui anime les Maliens et tout moyen. Avec se sont posés l'action, tout c'est notre sort encore vite. Mais je crois que la raffinerie sera d'un peu dans la de nos produits du sous-sol et dans le bénéfice que nous pouvons en tirer. Et j'espère que c'est ça également le prélude d'une très longue et très grande aventure. C'est une raffinerie. J'espère qu'il y a encore beaucoup d'autres raffineries. Signalons que la raffinerie Kankou Moussa est une coopération entre des mines du Mali, Swiss Billion Company. Sa mise en œuvre coûtera environ 30 milliards de francs CFA. Du point de vue architectural, l'édifice sera doté d'équipements ultramodernes et sortira de terre dans les 12 mois à venir. Et puis cet important élément, les soldats tchadiens tombés sur le champ de l'honneur au Mali ont tous été décorés aujourd'hui à titre posthume par le président tchadien Idriss Déby Itno. Sur l'aéroport de N'Djamena, les 25 cercueils des soldats tués lors des opérations au Nord Mali sont portés par leurs camarades. Devant les officiels, le président Idriss Déby Itno les a décorés à titre posthume, rappelant leur sacrifice. En cette journée de deuil national, il a également appelé les forces ouest-africaines à accélérer leur déploiement et venir renforcer la coalition composée des troupes maliennes, tchadiennes et françaises qui pourchassent les groupes islamistes. Voilà, c'est tout le peuple malien qui présente aux familles des militaires tchadiens disparus les condoléances les plus attristées. C'était donc la cérémonie de décoration à titre posthume des militaires tchadiens tombés sur le champ de l'honneur par le président tchadien Idriss Déby Itno. Et puis c'est finalement confirmé, Abou Zaïd, le terroriste en chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, est mort des suites des frappes des forces alliées dans l'Adrar des Iforas. Chaque année, plus de 250 millions de personnes sont affectées par les catastrophes naturelles. Le défi consiste à renforcer les capacités de réaction des acteurs de la société civile face aux crises. Et c'est à juste raison que le thème 2013 du 1er mars, Journée mondiale de la protection civile, est intitulé « La protection civile et la préparation des organisations de la société civile pour la prévention des risques de catastrophes ». Pour marquer l'événement, le directeur général de la protection civile a reçu le ministre de la Sécurité intérieure et de la protection civile et des partenaires techniques et financiers. Moïse Traoré. Chaque année, plus de 250 millions de personnes sont affectées par les catastrophes naturelles. En Afrique de l'Ouest, la sécheresse menace 11 millions d'habitants. Les organisations de la société civile estiment que la prévention passe par la mise en place d'un système d'alerte, de centres d'accueil et la formation à la législation dans le domaine. Il s'agit donc d'aller au-delà de l'apport de nourriture, d'eau ou de tentes sur les lieux de catastrophes. L'aide humanitaire vise ici à travailler en amont les menaces afin qu'il y ait moins de victimes et de dégâts matériels. Au Mali, en 2012, les unités opérationnelles de la protection civile ont effectué 11 157 sorties de secours et enregistré 522 morts et 15 606 blessés. Une assistance est apportée aux déplacés du Nord, aux sinistrés des inondations, à 437 Maliens rapatriés et à 12 étrangers ayant transité par le Mali. Il s'agira de donner une réponse rapide à la vétusté des véhicules d'intervention dans certaines unités et par leur dotation en camions-citernes d'incendie et ambulances médicalisées. La poursuite de la couverture progressive du territoire en unité de protection civile devra constituer de premiers plans pour permettre d'assurer une sécurité de proximité au profit de nos paisibles populations. Développé au cours d'une conférence débat, le thème de cette année est la protection civile et la préparation des organisations de la société civile pour la prévention des risques de catastrophes.
Puis cet autre communiqué avant de poursuivre avec cette édition, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a présidé cet après-midi la cérémonie d'adieu du directeur général sortant de la Sotelma Malitel, Nourdine Boumzebra, qui a augmenté le chiffre d'affaires de la société de 70 milliards en 2009 à 143 milliards de francs CFA en 2012. La Sotelma est désormais dirigée par Mohamed Morchid, le nouveau directeur général. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Youssouf Diakité. Une mission du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité a sillonné les garnisons de la 2e région militaire. L'objectif est d'échanger avec les chefs militaires et les hommes de rang sur les missions du comité tout en recensant leurs préoccupations majeures. Prima Kone. Le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées de sécurité constitue l'une des aspirations des plus hautes autorités du Mali. En guise de réponse à cette aspiration, le comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité veut multiplier les échanges avec la hiérarchie, les troupes dans les garnisons et sur le terrain. C'est dans cette optique que s'effectue cette mission. Nous avons eu comme mission de venir à Ségou, prendre contact avec la troupe, leur expliquer tout ce qui touche à la vie du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité, commencer par sa création, son organisation, son fonctionnement et les missions du comité. Pour mieux véhiculer son message, la délégation a tenu au camp Amadou Chekoutal de Ségou une rencontre avec tous les corps militaires et paramilitaires. Elle a aussi effectué des visites de terrain dans les différentes structures du camp, dans les directions régionales de la police, des douanes, de la protection civile, au 4e groupement régional de la garde nationale et à la gendarmerie de Ségou. Dans ces lieux, les problèmes sont presque identiques et s'appellent entre autres insuffisances, vétusté des matériels de travail et des locaux. À Ségou, tout comme au camp de Bafo de Banankoro, au poste de commandement du fuseau Ouassi à Markala, au groupement tactique interarmes numéro 6 de Diabali, à la position avancée de l'aéroport de Dogofri et au poste de commandement de Nyono, l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires était le leitmotiv. Cela s'appelle réclamation des droits. La campagne du pèlerinage 2012 a enregistré au total 8000 pèlerins, dont 1243 pour la filière gouvernementale. Si des améliorations sont notées dans les domaines du transport rotatif des pèlerins pendant la phase rituelle, le défi reste à relever quant à la formation et à la sensibilisation des candidats. Ce sont là quelques-unes des informations issues de la 8e session du conseil d'administration de la Maison des Aînés. Ramata Konaté. Les travaux de cette 8e session ont permis de se rendre compte que 8000 candidats, dont 1243 de la filière gouvernementale, ont effectué le pèlerinage à la Mecque en 2012. Ce voyage religieux, selon le président du conseil d'administration de la Maison du Hadj, s'est déroulé dans des conditions difficiles. Malgré cela, la structure, selon Brahima Fomba, a enregistré des avancées dans les domaines du transport rotatif des pèlerins pendant la phase rituelle, l'institution des uniformes, entre autres. Cependant, des défis restent à relever. Beaucoup reste à faire, notamment en matière de formation, sensibilisation des candidats du Hadj et surtout en matière de transport. Pour relever ces contraintes et contribuer à l'amélioration des prestations de la Maison du Hadj, le budget 2013 s'élève à plus de 367 millions de francs CFA. Il connaît une augmentation de 38% par rapport à celui de 2012. Cette hausse s'explique, selon les administrateurs, par le recouvrement des arriérés des contributions des pèlerins. Ces contributions représentent 84% des ressources du budget 2013. Rappelons que la Maison du Hadj a été créée en 2004 pour l'amélioration des conditions de préparation du pèlerinage et de celles relatives au séjour des pèlerins en Arabie Saoudite. Les administrateurs de l'Institut d'études de recherche en géronto-gériatrie de la Maison des Aînés sont en conclave depuis ce matin dans le cadre de la 12e session de leur conseil d'administration. Au menu des travaux, la présentation du rapport d'activité 2012, l'examen et l'adoption de l'état d'exécution des recommandations de la 11e session. Nando Dambélé. Cette session première de l'année 2013 se tient dans un contexte marqué par la crise politique, sécuritaire et humanitaire qui traverse notre pays, ce qui n'entame en rien l'optimisme des administrateurs. Cette année, l'année 2013,
Malgré la crise que traverse notre pays, nous avons souhaité vraiment placer cette session sous le double signe du développement du partenariat et de la relance des activités de recherche. L'Institut d'études de recherche en gérontogériatrie, communément appelé Maison des aînés, a quelque peu souffert depuis sa création d'un manque de cadrage de ses activités dans le sens de sa véritable mission. C'est pourquoi, en 2013, une place de choix sera accordée aux activités d'études, de recherche et au renforcement des capacités des ressources humaines. Ceci sera perceptible à travers le démarrage du programme de renforcement des capacités d'intervention de l'Institut d'études et de recherche en gérontogériatrie Précima, qui sera adopté au cours de la présente session ordinaire du Conseil d'administration. Ces nouvelles ambitions nécessitent un budget prévisionnel de plus de 330 millions de francs CFA qui enregistre une augmentation de 12,3% par rapport à celui de 2012. En 5e région, 833 940 000 francs CFA, c'est le budget prévisionnel de l'Office RIMOPTI, adopté lors de la 23e session de son conseil d'administration tenu au centre Jean Bosco de Sévaré. Le conseil avait entre autres points inscrit à son ordre du jour l'état d'exécution des recommandations de la 22e session, le rapport d'activité de la campagne agricole 2012-2013. Yaya Bokoum. La présente session se tient dans un contexte très difficile, non seulement pour le Mali, mais aussi pour l'Office RIMOPTI, qui vit une double crise à la fois pluviométrique 2011-2012 et sécuritaire. La campagne agricole 2012-2013 s'est déroulée dans un contexte socio-économique défavorable, suite à une campagne agricole 2011-2012 catastrophique et les problèmes sécuritaires caractérisés par la baisse drastique des ressources propres de l'Office RI, de l'ordre de 65%, ayant entraîné le gel de plusieurs activités indispensables au bon fonctionnement de l'Office. Malgré un environnement socio-économique très difficile, certains résultats ont été atteints. S'agissant des acquis, l'Office RIMOPTI, en collaboration avec les partenaires au développement et les structures techniques au cours de la campagne agricole 2012-2013, a fait un appui gratuit en semences améliorées de riz à hauteur de 943,33 tonnes pour une valeur de 273 732 000 francs CFA, entre autres. Pendant une journée, les administrateurs et participants ont apprécié le procès verbal de la mission, le plan d'activité de la campagne agricole 2012-2013, le projet de programme de la campagne agricole 2013-2014, l'état d'exécution du budget exercice 2012 et le projet de budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 833 940 600 francs CFA. En deuxième région, cette fois-ci, lancement à Banamba du projet de renforcement des capacités de résilience des ménages les plus affectés par la crise alimentaire dans les régions de Caille et de Koulikoro. La cérémonie était organisée par l'ONG Action contre la faim, ACF, en collaboration avec l'association du Centre sahélien des prestations d'études, d'éco-développement et de démocratie appliquée. Un projet entièrement financé par l'Agence suédoise pour le développement international. Reportage de Koumba Sissé. Le projet permettra de mobiliser les communautés rurales, collectivités décentralisées, services techniques et la visant le total du projet 1,6 milliard, dont pour le cercle bas. Au niveau des ménages qui vont bénéficier du cash transfert, c'est du transfert monétaire inconditionnel, ça fait plus de 600 ménages. Au niveau des ménages qui vont bénéficier du cash for work, c'est du travail contre argent, nous avons plus de 200 vulnérables. Et les ménages qui vont bénéficier aussi des semences, on avait plus de 1000 quelques ménages qui vont bénéficier de cette activité. Le projet qui vient d'être de Banamba, de renforcer ses capacités de résilience des ménages les plus affectés par la crise alimentaire 2011-2012. Pour 12 mois, on a près de 607 millions de francs CFA qui vont être injectés pour la cause. Selon les rapports du système d'alerte précoce, dans le cercle de Banamba, la campagne agricole 2011-2012 est jugée mauvaise à Toubakoro, Benkadi, Madina Sako, Kiban et très mauvaise dans les secteurs de Boron et CBT. FESPACO 2013, et là vous comprenez que nous parlons cinéma. Le film malien Toile d'araignée du réalisateur Ibrahima Touré est entré en compétition officielle. Cette œuvre, qui est inspirée du roman autobiographique publié par le professeur Ibrahima Ali au bout de ses pénibles années de détention, est une production du Centre national de la cinématographie du Mali, CNCM.
La fiction de 92 minutes nous fait revivre des pages sombres des dictatures africaines ainsi que l'histoire du mariage forcé d'une fille de 17 ans. Envoyé spécial à Ouagadougou, Tchédje Moussa Kamara et Modibo Soirée. Toile d'araignée est l'un des films les plus attendus au FESPACO 2013, en tout cas dans la catégorie des longs métrages. Et cette affluence devant la salle du ciné Burkina est sans doute un signe annonciateur pour la conquête du trophée. Cette fiction qui fait revivre des moments pénibles de l'histoire politique de certains pays africains est portée sur écran 3 décennies après. Des périodes qui ont scellé le destin de nos peuples avec surtout le musellement des voix de conscience et l'écrasement brutal de toute velléité de contestation. Sur 700 films présentés, seuls 20 films ont été sélectionnés. Donc sur les 20 films, il y a le Mali. Donc ça veut dire qu'on reste toujours, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les difficultés qu'on traverse, on reste toujours dans le concert des nations. Au-delà du martyre d'Ibrahim Ali, interprété par Yoro, le film en soi s'avère un cinglant témoignage à charge de l'intellectuel contre la démesure de l'autorité. Dans ce film, Mariama, une fille éduquée dans la pure tradition villageoise, refuse d'épouser le mari que veut lui imposer son père. D'intimidation à corruption, elle se trouve en prison où elle découvre un nouveau monde, l'univers carcéral. Toile d'araignée, une œuvre poignante, crue, qui peint sans phare tous ces excès d'une époque certainement révolue de notre société. La répression, l'horreur des dictatures qu'il y avait en Afrique et qu'il y en a encore, et pas seulement en Afrique, mais dans d'autres pays du monde. J'ai beaucoup aimé, c'est un drame assez intense. Je n'ai pas lu le livre, mais j'ai été assez surpris par les retournements de situation. Et le film est magnifique. La société de la prison, qui est en fait, on attend que ça soit ça, la dureté, et en réalité, là, il y a de l'humanité jusqu'à la larme à la fin. Ce long métrage projeté en présence des membres du jury, parmi lesquels le célèbre musicien congolais Papa Wemba, est bien apprécié par le ministre de la Culture à la fin de la projection. Nous venons parce que nous y croyons. On ne vient pas à une bataille pour la perdre. Nous sommes venus effectivement pour un 4e étalon. Ce que j'ai vu ce soir avec les échos perçus par-ci par-là, même si cela ne me rassure pas, parce que cela renforce mon espoir dans ce film. Et je crois qu'avec Toile d'araignée, étalon ou pas, nous irons loin. À 2 jours de la fin du festival, l'espoir est donc bien permis, en tout cas, pour le film Toile d'araignée de décrocher des prix et pourquoi pas l'étalon de Yenenga, la plus grande distinction du FESPACO. Au sport football, Coupe de la Confédération africaine, tour préliminaire demain samedi. Au compte du match retour, l'Union sportive de Bougouni recevra l'Unisport Okam du Cameroun. Il y a 2 semaines à Yaoundé, l'équipe de Bougouni, vainqueur du trophée de la 52e édition de la Coupe du Mali, avait gagné par 1-0. Avant cette rencontre retour ici à Bamako, notre équipe de reportage dirigée par Abdul Karim Kaba est allée voir comment l'Union sportive de Bougouni prépare ce rendez-vous. L'Union sportive de Bougouni est consciente de l'enjeu de cette manche retour. Contre l'Unisport Okam de Cameroun, l'équipe de 2e division du Bani Monotier ne défendra pas seulement son avance d'un but. On ne va pas dormir sur les lauriers parce qu'on est là encore pour rééditer l'exploit du match aller. Et on est obligé de jouer devant notre public, mais avec la plus grande sérénité. Et il ne faudrait pas que cette victoire monte par la tête, parce que là quand même, je les ai fait savoir que ce match est déjà fini, donc on repart sur une base saine. Toutes les conditions ont été réunies par les responsables pour mieux aborder ce match retour. Avec l'appui de la fédération, nous nous sommes dit qu'il faudrait que les jeunes soient dans des conditions optimales pour essayer de réaliser l'exploit au Mali. Ne serait-ce que se qualifier. C'est ainsi que, de concert avec la fédération, l'équipe se retrouve actuellement à Bamako. L'union, la solidarité et le fair play seront les maîtres mots du groupe. Nous sommes en train de se motiver davantage parce que les plus durs sont à venir. On va rester concentrés, comme on le dit. On est en train de se donner la main et la solidarité. Et rien que la solidarité, on est en train de se battre pour arracher cette victoire qui nous tient à cœur. Union sportive de Bougouni, Unisport Okam de Cameroun, c'est ce samedi au stade Modibo Keïta à partir de 16h.
Football toujours, championnat national de Ligue 1 cette fois-ci, la 15e journée, marquant la fin de la phase aller, a démarré hier au stade Mamadou Konaté. Le stade malien de Bamako a terminé la mi-saison invaincu après sa victoire 2-1 sur le centre Salif Keita. Et dans le choc au sommet de cette 15e journée, la AS Real a battu le Nianani Koulikoro par 1-0. Le résumé de ce match avec Siragatou Sissé. De tous les précédents chocs au sommet de la saison en cours, ce Real Niana de Koulikoro a été le moins disputé. L'enjeu a peut-être tué le match. Le seul éclair est intervenu à la 27e minute. Sur un débordement, le défenseur du Niana, Ibrahim Sako, prolonge le ballon dans ses filets. Score final 1-0 pour les Scorpions de l'AS Real. L'AS Real, 28 points, maintient la pression sur le Sobe, deuxième. Le Niana de Koulikoro, 23 points, pourrait perdre la 4e place au profit du Djoliba à ses 22 points en embuscade. On joue les arrêts de jeu du match CSK Stade Malien de Bamako. Lamine Diawara, à peine 5 minutes sur la pelouse, à la réception d'un corner, donne la victoire dans la douleur aux Blancs. 2-1. Le Stade malien revient de loin. Le leader de la Ligue 1, 43 points, achève la phase aller invaincue. Comme le Djoliba AC lors de la saison écoulée. Est-ce un signe pour décrocher le titre de champion en fin d'exercice? L'avenir nous le dira. Dans le passé, un match CSK Stade malien suscite un intérêt pour le public. De nos jours, ce n'est pas le cas à cause du rang des centristes cantonnés dans le ventre mou du classement, 12e 14 points en 15 journées. Le Stade malien de Bamako a eu de la chance. À la 40e minute, sur un mouvement collectif, Souleymane Dembélé à 20 mètres déclenche une frappe pour l'ouverture du score, 1-0. En seconde période, le CSK a su contenir le Stade malien pour établir la parité. Souleymane Konaté, le défenseur des Blancs, marque contre son camp, 1-1. Et dans le temps additionnel, Lamine Diawara surgit. CSK et le Stade malien de Bamako, avant d'aborder la seconde moitié du championnat, auront l'occasion de régler certains automatismes. Voilà, et puis cet après-midi, le Djoliba AC a été tenu en échec 1 but partout par la Jeanne d'Arc au compte de cette même 15e journée. Et puis vous l'avez suivi dans ce journal, les soldats tchadiens tombés sur le champ de l'honneur au Mali ont été décorés aujourd'hui à titre posthume par le président tchadien Idriss Déby Itno. Le peuple malien présente aux familles des disparus ses condoléances les plus attristées. Ils sont morts pour le Mali, ils sont morts pour la lutte contre le terrorisme. Merci d'avoir suivi ce journal qui prend fin. Prochain rendez-vous d'information demain à 13h avec Sira Bachili, à 20h avec Ndei Sissoko. En attendant, soutenons sans cesse nos forces armées et leurs alliés dans la difficile mission de reconquête du territoire national, eux et toutes les populations souffrant de cette crise. Merci et à très bientôt. Amadou